Et maintenant, donc, la parole est à Petrou Nigoura pour parler d'une toute autre palette de résistance qui vont montrer la complexité et la difficulté aussi de qualifier de façon claire tel ou tel choix opéré à l'époque soviétique. Oui, merci beaucoup Emilia pour cette présentation. Je parlerai en effet des relations avec le pouvoir à un tout autre niveau, notamment au sein des écrivains moldaves, des intellectuels en général, dans l'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est au sein d'une faction dominée à l'intérieur de la classe dominante, comme dirait Bourdieu, et donc non pas par le bas, mais plutôt au sein même du système du pouvoir. Euh, je, j'ai aussi une présentation, mais en attendant, je dirais que je montrerai sur une carte sur laquelle vous verrez la Bessarabie d'un côté et de l'autre côté la Transnistrie. Donc il y a deux régions qui, dans l'entre-deux-guerres, formaient d'un côté la Bessarabie qui était la Provence, une province roumaine entre 1918 et 1940, et de l'autre côté la Transnistrie qui était une région qui a été incorporée par l'Union soviétique et où, à partir de 1924, les soviétiques ont créé une république autonome soviétique socialiste moldave à l'intérieur de la république ukrainienne. Et donc, ce qui se passe en 1940, quand les soviétiques annexent la Bessarabie, ils placent la capitale de la république soviétique socialiste moldave à Chisinau, et donc en Bessarabie, mais les Transnistriens qui... Продолжайте. Ok, Простите. donc я продолжу. Et donc les Transnistriens, qui étaient les cadres administratifs et l'intelligentsia de la République autonome moldave, ils ont été implantés dans la nouvelle République moldave et donc ont colonisé toutes les institutions culturelles et administratives de la nouvelle République moldave. Alors, les deux groupes, ils étaient complètement différents du point de vue social et aussi politique. Et donc non seulement par leur origine géographique. Il y a un moment important mentionné dans ce contexte, c'est que les soi-disant transnistriens, ce sont des survivants des purges de 1937-38. Et donc, on peut dire qu'ils ont par définition un surcroît de capital politique, un surcroît de confiance politique, et aussi d'ancienneté par rapport aux nouveaux groupes, aux nouveaux entrants, aux nouveaux venus des Bessarabiens. Donc, vous voyez sur la photo à droite de l'écran un écrivain, bien sûr, transnistrien, en uniforme militaire, deux écrivains bessarabiens qui l'écoutent très attentivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les intellectuels bessarabiens n'ont pas été marginalisés au sein de la Nouvelle République, mais ils ont été placés à la direction d'institutions assez importantes. Mais quand même, il y a eu une division de travail, si vous voulez, assez remarquable. Par exemple, la direction de l'Union des écrivains a été reprise par des écrivains bessarabiens qui ont été membres du Parti communiste en Roumanie à la fin des années 30, ou bien comme d'autres écrivains qui ont fait partie du mouvement illégaliste
dans les mêmes années 30. D'ailleurs, les intellectuels, les soi-disant intellectuels illégalistes n'ont pas été, et bien, même les membres du Parti communiste roumain n'ont pas été reconnus comme membres du Parti communiste de l'Union soviétique que tardivement, qu'à la fin des années 50. Alors que les Transnistriens, ils ont repris la direction d'autres institutions, comme l'Institut de la langue, de la littérature et plus tard de l'histoire de la Moldavie, ou bien ils ont été des membres de l'organisation du parti au sein, par exemple, de l'Union des écrivains moldaves. Et donc, il y a eu cette structure, si vous voulez, binaire de l'Union des écrivains. De l'Union des écrivains. Il y a eu d'un côté les intellectuels moldaves, les Bessarabiens qui étaient le président de l'Union, le secrétaire de l'Union des écrivains. Et de l'autre côté, il y a eu une autre structure qui avait une primauté politique sur qui est notamment celle de l'organisation du parti. Il y a eu aussi une différence assez essentielle qui s'avère d'autant plus importante plus tard, notamment dans la campagne jdanovienne, c'est des qualités littéraires qui s'avèrent plus importantes du côté des écrivains bessarabiens, mais aussi des qualifications littéraires. Et donc, par exemple, il y a un écrivain comme Emilian Boukov qui a eu un prix à Moscou, comme Tedkis, pour un poème anti-Yesh pour les enfants, ou bien il a été nominé, il a été proposé même pour le prix Staline, ce qui était suffit d'avoir une autorité littéraire, symbolique remarquable. Donc, dans l'après-guerre, vous le savez bien, à partir de 1946, à partir de l'épicentre de Moscou et de Leningrad, il y a eu cette campagne jdanovienne qui s'est propagée partout en Union soviétique, y compris dans les territoires nouvellement annexés en 1940, 1939 et 40. Et vous avez donc une relation bien tendue entre, d'un côté, les intellectuels et les écrivains bessarabiens, de l'autre côté, les écrivains transnistriens. Et il y a eu aussi effectivement une dimension antisémite, bien sûr, de cette campagne. Et d'ailleurs, les écrivains juifs d'origine bessarabien, ils se sentaient les plus vulnérables dans cette campagne jdanovienne. Et ils étaient effectivement, certains d'entre eux sont passés au crible d'épuration à la fin des années 40, début des années 50. Mais alors que d'autres écrivains bessarabiens, comme Emilian Boukov, Andrei Lupin, qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient membres comme je le dis, du Parti communiste roumain ou du mouvement illégaliste de gauche en Roumanie et en Bessarabie, ils se sentis légitimés à riposter aux attaques des Transnistriens, par exemple dans des éditoriaux dans la Pravda locale, dans la Pravda moldave. Et donc, ils ont riposté assez énergiquement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme Emilian Boukov, par exemple, ils sont allés à Moscou pour trouver des alliés et retourner à Moldavie, renforcés par cette autorité de leurs collègues moscovites. Et donc, c'est pour ça que je dis que parfois, donc, ces alliés moscovites comptent dans les rapports de force entre ces deux camps en Moldavie, donc localement. Donc, je prends un aspect qui me semble le plus important, assez important ici dans cette discussion, c'est celui de la langue moldave. Donc, on a essayé, les soviétiques, l'administration soviétique, les autorités soviétiques ont essayé de créer
la langue moldave qui soit différente de la langue roumaine parlée en Roumanie et en Bessarabie dans l'entre-deux-guerres. Ils ont créé plusieurs réformes avec lesquelles donc, ils ont créé des dictionnaires, des livres, un nouvel alphabet cyrillique, voilà. Mais ça a été des réformes assez incohérentes après tout. Donc il y a eu plusieurs réformes, ce qui montre un peu, si vous voulez, le manque de cohésion à l'intérieur des autorités soviétiques même par rapport à cette question. Et dans l'après-guerre surtout, on attend beaucoup de cet institut de la langue et de la littérature moldave, une nouvelle réforme. Mais elle tardait. Alors on leur demandait pourquoi cette réforme traîne. Et alors les savants de cet institut-là, qui étaient tous transnistriens, donc fut la question qui était très importante politiquement, non seulement scientifiquement ou symboliquement. Et donc il disait qu'il s'agissait d'un cercle vicieux. On ne pouvait pas reconnaître immédiatement le patrimoine littéraire moldave qui était en fait qui composait d'écrivains classiques, en fait tout ce qui était sur la rive droite de Put, donc en Roumanie au XIXe siècle. Et donc il y avait cette hésitation qui motivait aussi une réserve par rapport à mettre en place une nouvelle réforme linguistique. Alors, certains écrivains bessarabiens ont utilisé un argument politique et idéologique pour promouvoir une réforme de la langue moldave qui la rapproche plus de la langue roumaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, Emilian Bukov, ils ont dit, attendez, on ne peut pas traduire les classiques léninistes, marxistes, Staline lui-même, avec cette langue qui est tellement pauvre. On a besoin d'une langue qui soit vraiment riche, qui est la langue roumaine. Alors, donc, voilà, c'est le genre de... Il y a eu un coup de théâtre qui apparaît en juin 1950. Le dictateur lui-même signe à longueur des pages dans la Pravda un article qui discrédite l'école linguistique en fait qui était active à Moscou jusqu'à cette époque-là. L'école mariste, donc l'école de Nikolai Yakovlevich Mar, qui est décédé en 1934, donc, mais quand même, il a été qui a été considéré et qui a continué à être considéré comme le père, si vous voulez, fondateur, mais aussi donc le linguiste soviétique le plus important. Il a été, sa théorie japhétologique, je passe vite aux conclusions, était particulièrement séduisante pour les savants transnistriens parce qu'ils prenaient que une langue peut dépasser ses origines latines, n'importe, dans le contexte, sous la pression de conditions sociales et historiques. Et donc, il pensait qu'à un certain moment, la langue moldave peut s'en émanciper de ses origines latines pour devenir une langue slave à part entière. Voilà, un autre cas qui est aussi très intéressant, c'est une tentative de traduire un roman écrit par le président de l'Union des écrivains roumains à cette époque-là, Mihail Sadoveanu. Et donc, mais c'est une tentative qui échoue. Voilà. Aussi par le concours de rédacteurs, de traducteurs au sein des éditions moldaves. Et donc, vous voyez qu'il y a une sorte de complicité à l'intérieur et qui étaient tous vraiment originaires de Bessarabie. Donc après, il y a eu tout un processus qui a déclenché celui que l'historien américain Charles King appelait une romanisation tacite de la langue et de la culture moldave dans les années 50
y compris et surtout par la pression des écrivains bessarabiens qui étaient formés en Roumanie dans l'entre-deux-guerres. Alors, est-ce de la résistance? Alors, j'en doute. Mais c'est vraiment une habilité, une habilité à utiliser des ressources sociales, mais aussi littéraires et politiques par ces intellectuels bessarabiens à s'opposer à la pression du groupe transnistrien et à négocier avec le pouvoir local, parfois par l'alliance ou des mésalliances avec des intellectuels et parfois les membres du pouvoir au sein de l'establishment littéraire de Moscou. Voilà, ici vous voyez une photo avec Emilian Boukhov, l'un de ces écrivains bessarabiens, à côté d'un chef du parti. Et donc vous voyez que c'est de l'amour, difficilement à tromper. Voilà, donc, et je finis ici. Merci. Merci beaucoup, Petrou, pour une intervention à la fois passionnante et qui ouvre sur plusieurs choses qu'on va retrouver aussi avec Olène.